Bonjour à tous, merci de regarder Live TV, la télé sans fuite. On est très heureux de vous retrouver. Et puis, attention, 6 août 2024, veille du 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens attendent ce soir l'adresse du président Alassane Ouattara à la nation. Vous la suivrez, cette adresse, assurément sur Live TV. La télé sans filtre. Et dans cette émission, nous reviendrons sur le prix national d'excellence Alassane Ouattara, dont la cérémonie a eu lieu hier à la salle des pas perdus du palais présidentiel. Et d'autres sujets encore au programme de ce talk de vacances qui démarre tout de suite. Bienvenue. Équipe bien calée avec nous, bien le bonsoir à ma charmante équipe bien calée autour de cette table sur le plateau. Rayana Assi, bonsoir. Bien le bonsoir à toi. Comment ça va? Ça va très bien et toi? La Côte d'Ivoire a bientôt 64 ans. Ouais. On va pas demander l'âge de quelqu'un ici, mais bon. Tu es bien la petite fille de la Côte d'Ivoire. Je suis la petite fille de la Côte d'Ivoire. Très bien. Fière et ravie. Cuy Gandhi. Bonsoir Langui. Comment ça va? Bien, comme d'habitude. Comme d'habitude, toujours serein, imperturbable. Même si ces filles-là veulent te perturber sur ce plateau, tu restes imperturbable. On s'est réconciliés. Elles n'ont pas la carapace acquise. C'est vrai? Elles peuvent pas, c'est mes petites en fait. On s'est réconciliés. Gandhi m'a donné un chewing-gum tout à l'heure. juste un chewing-gum. Juste un chewing-gum. On passe de 2 Elle milliards a été capable de te calmer, d'apaiser ton cœur. de 2 milliards de chewing-gum. Aïcha, c'est plus difficile que ça quand même, non? Un chewing-gum pour te calmer? Les mains, bonsoir. Bonsoir à tous chez Comment vous. ça va? Ça va très très bien et toi-même? Ça va. Veille de jour de fête, ça va toujours bien. On est content. Notre Voilà. pays évolue, il grandit, il évolue, on est content. Et puis Arnaud Goï. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bonsoir à tout le monde sur ce plateau, à Gandhi et à toutes les personnes qui vont doter à 2 milliards. Il y a combien de personnes? T'es riche, toi? Il y a combien de personnes à doter à 2 milliards? Non, en fait... T'es pas polygame quand même, non? C'est pas possible. En fait, j'ai voulu savoir en fait, ce qu'elle valait, en fait. C'est tout. C'est pas possible. J'ai voulu savoir ce qu'elle valait. Et t'as pu le savoir, Elles ont dit, finalement? plus de 2 milliards, selon elles. Ouais. Plus de 2 milliards. Ça va. Elles ont beaucoup de valeur quand même, ces filles, sur nos filles sur ce Merci, plateau. Eric. C'est clair. Et toi, Eric, comment vas-tu? Je vais très bien, je vais super bien quand je suis avec vous et quand je vous sais nombreux à nous regarder et à réagir donc, sur le direct de cette émission sur nos réseaux sociaux et à regarder donc Live TV, la télé sans filtre. Je suis très heureux. Démarrons cette émission tout de suite avec l'info du jour. L'info du jour, c'est bien donc le prix national d'excellence, 78 lauréats distingués donc par le président Alassane Ouattara. Ça s'est passé hier, donc je le disais tantôt, donc à la salle des pas perdus du palais présidentiel, donc qui installe le décor pour ce qui concerne ce rendez-vous, c'est Gandhi. Le prix national d'excellence, en fait, il a été instauré depuis 2013 déjà, avec le Premier ministre Dincan. Il consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire de promouvoir une société d'excellence. Et puis l'organisation est annuelle. Et puis il faut dire que c'est la vision du président de la République qui est en fait épousée. Et cette volonté du président là se traduit par une célébration du mérite et du savoir-faire dans tous les domaines des activités publiques et des activités privées. Voilà, chaque année. Et pour cette année, on a eu 78 lauréats qui sont de tous les secteurs, secteur public, secteur privé. Et on a des personnes morales et personnes physiques. La seule fausse note, en fait, les élus locaux n'ont pas pu avoir de prix, malheureusement. Pourquoi donc? Parce que quand on voit dû à la faiblesse de leur performance, et puis bon, ils ont été en deçà en fait, des critères choisis par en fait, le comité technique. D'accord. Voilà. Doit-il se faire une remise en question? Aïcha, on fait le point? Oui, alors moi je salue l'excellence académique, comme toujours. Donc je voudrais parler de 2 jeunes qui ont eu quasiment ex aequo. Le prix donc, du baccalauréat, du meilleur élève au baccalauréat général. Ça, voilà. Ce sont tes coups de cœur là? Ça, c'est les coups de cœur. Alors les points sur lesquels j'ai voulu m'attarder, on va dire, parce qu'il y en a 78, on ne veut pas non plus tout pour faire. 77 prix, donc il y a un prix en duo. Donc elle s'appelle Madouda, madame, Sianea, et monsieur Kwame Daniel Carmel Dia-Oussier. Et donc, ils sont tous les 2 élèves, l'une de Bingerville, l'autre du lycée Alassane Ouattara de Grand Bassam. Donc, on a des critères comme la meilleure moyenne de nationale, supérieure ou égale à 15 sur 20, la mention bien, au moins, et puis la note de conduite supérieure ou égale à 15 sur 20 également.
Voilà, donc je salue ça parce qu'on a besoin justement de personnes qui sont excellentes au niveau académique pour avoir des compétences à certains postes plus tard. C'est ça aussi qui fait l'excellence d'une nation. Et les compétences créent la productivité. La productivité crée la compétitivité. Donc tout ça, c'est très important. On a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, par rapport à la corruption et au copinage, qui sont à des postes qui n'ont pas envie d'être là, qui n'ont même pas mérité. Et malheureusement, ils ne sont pas compétents. Donc pendant ce temps-là, le pays, l'État manque de productivité et de compétitivité. Voilà. Donc tout ça, c'est très important. Il faut les récompenser, il faut les saluer. Et puis, je reviendrai peut-être plus tard, mais je voulais aussi saluer le fait qu'on ait la 10e université, parlant d'excellence académique, qui est en train d'être construite. On a posé la première pierre à Odiéné. Et saluer également les 4 autres qui ont été annoncés, donc à Adiaké, à Bangourou, Dabou et puis Daoukro. Tout ça, c'est ce qui va contribuer justement à faire l'excellence d'un pays. D'accord, moi je voudrais saluer donc, la fondatrice, la directrice générale du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Mambassan. Nous y avons été dans le cadre de IA Solutions donc, pour présenter comment elle fonctionne là-bas, donc avec excellence, avec des critères de sélection déjà, et puis des examens, des concours qui arrivent en pleine saison, en plein trimestre pour vérifier donc, le niveau des élèves. Il est clair, c'est normal que l'un de ces élèves soit primé. Donc salutations à Madame la directrice générale. Bravo aux 2 élèves. Voilà, et puis bravo aux 2 élèves. Un autre coup de cœur, Arnaud Goï, 2 coups de cœur. Oui, 2 coups de cœur. Mon premier coup de cœur, c'est la fondation Yodé Siro, qui a pris conscience en fait de l'importance du reboisement, parce que on connaît une désertification de la Côte d'Ivoire. On a perdu l'essentiel de notre couvert forestier. Et donc cette fondation qui a l'initiative justement de ces artistes, œuvre en fait au reboisement en Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement heureux parce que j'ai participé aux campagnes de reboisement avec la fondation Yodé Siro. Je suis très heureux. Tu as planté des arbres? Oui, on a planté. Dans quelle zone du pays? On a planté dans la zone de Jacquesville. Jacquesville. Et puis personnellement, même avec notre association, mon association, on a planté à Lakota et à Divo. À Divo, d'accord. Et à côté de cela, il y a Madame Mangoua Nanzier épouse Soro, qui est éducatrice spécialisée, inspecteur principal d'éducation, et qui en fait travaille à l'accompagnement des enfants atteints d'autisme et de différents types de handicaps. Elle a été dans la zone de Bondoukou où elle a énormément organisé des activités, sensibilisé les parents à venir vers le centre qui a été mis en place par l'État. Et puis après, elle a été dans le Haut-Sassandra. Donc elle a consacré l'essentiel, ou en tout cas une partie de sa vie à ces personnes-là. C'est une situation très difficile, le fait d'avoir un enfant autiste et de ne pas avoir de centre d'accueil pour pouvoir le suivre. C'est une situation extrêmement difficile. Ça coûte cher, donc, oui, ça coûte cher. Ou les soins pour ces enfants. Les soins coûtent cher. Vous avez un éducateur spécialisé, un orthophoniste, un pédopsychiatre, et puis il doit être dans une classe inclusive, etc. Ça coûte énormément cher. Et comme on le disait la dernière fois, ce n'est pas pris en charge en général par les assurances. Donc je salue le courage de cette dame-là qui soulage partiellement en fait les parents. Ouais. Et de tous les parents, donc beaucoup de courage à tous les parents donc, qui ont un ou 2 enfants ou des enfants autistes. Que Dieu ait sa main sur vous donc, pour restaurer ses enfants. Ouais. Voilà. Alors Rayana. Alors moi ça va être 2 coups de cœur et demi. Donc demi-coup de cœur quand même pour ce que les lauréats du prix national d'excellence vont gagner. On parle d'un trophée, on parle d'un diplôme signé du chef de l'État, mais on parle aussi de 10 millions, d'où mon demi-coup de cœur. Ensuite, mon autre coup de cœur, ça va être donc dans le domaine donc, de la femme, de la famille et de l'enfant. Il s'agit donc de la famille Eba, qui est un vrai coup de cœur pour moi, donc qui reçoit le prix d'excellence de la famille modèle. Donc Madame et Monsieur Eba sont enseignants résidents à Abidjan. Ils comptabilisent quand même 29 ans de mariage légal, on en parlait sur ce plateau également. Et alors ils ont une approche quand même assez basée donc, sur les valeurs humaines, une organisation familiale qui se veut très solide, un engagement social très prononcé. Ils ont donc 5 enfants qui excellent chacun dans des domaines assez variés. On parle d'enseignants-chercheurs, ingénieurs bancaires, de chercheurs juridiques, etc. Et puis, quand même, moi, j'aimerais m'attarder quand même sur le volet social de cette famille-là, parce que c'est bien d'être bien en interne, mais c'est bien d'impacter sa société. Et j'aimerais noter qu'ils hébergent plus de 20 élèves donc, en situation de vulnérabilité. Ils assurent leur scolarité. Le couple a également contribué à leur réussite sociale et leur intégration dans la société.
santé. Et la famille finance également depuis 3 ans une cantine scolaire de 200 enfants à Issia et leurs enfants participent activement à des actions bénévoles. Donc on pourra encore lire beaucoup de choses par rapport à cette famille-là qui est vraiment un exemple de famille inspirante et qui a été pour moi un vrai coup de cœur. Et puis on va parler donc de valorisation de compétences féminines avec le magazine Blamo, donc, qui travaille vraiment à promouvoir les compétences féminines, à former également grâce à des activités comme des formations en leadership, en gestion avec plus de 6 masterclass. Donc ça fait 8 ans que ce magazine donc, a déjà impacté plus de 20 000 femmes en Côte d'Ivoire. On parle de modèles de référence qui ont été interviewés pour partager leur expérience. On parle d'organisation d'événements comme des after-work qui mettent donc au cœur des sujets le leadership, des expériences de femmes qui ont réussi dans certains domaines. Et je pense qu'il faut applaudir plus d'initiatives comme celle-là qui permettent de mettre en lumière ce qu'on attend des compétences féminines. Donc c'est le prix d'excellence pour la valorisation des compétences féminines. C'est un véritable coup de cœur, hein, vu la passion avec laquelle tu en as parlé. Ah oui, on t'a écouté religieusement, on va le dire. Oui, Hein, bravo. Elle a maîtrisé son sujet. Elle a maîtrisé son sujet. Elle en a parlé avec beaucoup de passion. Et avec Et c'est très bien. Ce n'est pas que, je veux dire, on néglige les autres lauréats, récipiendaires et tout ça. Non, pas du tout. Donc c'est des coups de cœur choisis. Non, c'est des coups de cœur Si on avait, personnels, si on avait je pense, beaucoup plus de temps, donc on serait revenu sur les 78 quand même, parce que vous êtes 78. C'est le moment pour Gandhi. Oui, moi je pense qu'avant de dire d'abord mes coups de cœur, j'en ai 2. En fait, ce n'est pas des personnes physiques. Je voudrais rappeler quand même certaines choses. Pour cette année, le prix en fait, a récompensé 78 personnes morales et physiques, en fait, toutes tendances confondues. Il y a eu 29 hommes. En fait, je vais parler de tout ce qui est genre masculin. Il y a eu 14 femmes, il y a eu un couple, 10 structures de l'administration publique. Il y en a eu 18 pour les entreprises privées. Il y a eu 2 sociétés coopératives et ONG. Il y a eu 4 associations de développement et organisations socio-culturelles. Parmi tous ces récipiendaires, je vais citer en fait 2 personnes morales. Je vais citer d'abord en fait l'hôtel Boulet Beach Resort qu'on appelle le BBR, qui est situé dans le Grand Abidjan et précisément dans le Grand District en fait et qui est situé véritablement à Songon. C'est un cadre paradisiaque en fait qui se découvre, qui fait parler de lui. Et il y a eu, pour son choix, il y a eu 10 critères de sélection que je vais citer. D'abord, de par la situation administrative, il y a l'environnement extérieur de l'établissement, il y a l'attractivité et la polyvalence, il y a l'innovation et l'éthique, il y a l'organisation et la participation aux activités promotionnelles, il y a l'engagement citoyen, il y a le partenariat, la qualification du personnel, la sécurité, hygiène et santé et la contribution au rayonnement du tourisme ivoirien. Parce que déjà en 2023, ils avaient été déjà lauréats pour un premier prix. Donc déjà, c'est un cadre un cadre de rêve, oui, un cadre de rêve, mais au-delà de ça, l'accès n'est que fait par navette. On ne va pas là-bas, quand on y arrive, il y a une navette, il y a un bateau qui vient vous chercher. Il y a 20 chambres, 6 suites, et le confort est un confort, si je pouvais m'exprimer, un confort paradisiaque. Il faut y aller, parce que quand vous y êtes, vous êtes au-delà de la Côte d'Ivoire. Très bien. Il veut un pass là pour bébé. Je pense qu'il y a déjà été. Hein. Oui, mais justement, je suis ivoirien, en fait, j'y ai été déjà via en fait, les réseaux sociaux, j'y serai bientôt physiquement. D'accord. Voilà. Mais c'est mérité. Nous y avons été physiquement. C'est important. Mais déjà, à plusieurs reprises. On a été habitués en fait, à des cadres en fait, classiques, tels qu'on les connaît, les hôtels. Mais là, il faut vivre BBR pour savoir en fait, qu'en Côte d'Ivoire, on a de grands espaces qui n'ont rien à envier avec l'extérieur occidental. Il faut vivre l'expérience BBR. Je voudrais saluer la directrice générale, Mme Sawignon, donc, qui a un travail énormissime. Bravo donc, pour ce prix. Bravo BBR, à tout son personnel. Bravo. Et puis, est-ce qu'on a besoin de vous dire de continuer comme ça? C'est dans dans vos habitudes de nager dans l'excellence. Donc, continuez. Ainsi, à côté de ça, je voulais en fait aussi faire un coucou à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Je veux te laisser la latitude de dire la propre expérience que tu as vécue. Voilà, ça se vit, ça ne se rencontre pas. Plusieurs expériences quand même. Une qui a, je veux dire, fermé la première impression que j'ai eue au niveau de l'accueil au départ, parce que pour avoir accès donc, à des soins, on attend longtemps donc, pour passer à la caisse, être reçu, on attend vraiment longtemps. Mais une fois qu'on accède aux soins, c'est l'excellence parfaite. Hein, donc, surtout au niveau de la maternité, waouh, impeccable. Je voudrais vous saluer. Toutes les femmes, les infirmières, les sages-femmes qui y sont, je vous fais des bisous.
À vous toutes. Vous êtes merveilleuses comme femmes, vous travaillez mais super bien. Vous prenez soin de la mère, vous prenez soin de l'enfant. Je pense que c'est pas pour vous passer, je veux dire, la pommade que je le dis, c'est par expérience vécue. Voilà, on aime cet hôpital pour ce qu'on y a vécu, surtout côté maternité. Mais bravo, bravo, bravo. Voilà. Landry, moi je voulais profiter en fait de cette situation-là pour dire quelque chose, un appel aux autorités. En fait, on a coutume de voir en fait des modèles de gens qu'on veut nous donner à travers les médias. Mais je pense que ces personnes lauréates-là auraient été vraiment les mieux indiquées pour qu'on puisse les présenter régulièrement à la télé, en fait, que ça puisse motiver en fait. Absolument, voilà. Absolument. Si on peut présenter régulièrement en fait le meilleur fonctionnaire, par exemple de la police, de la direction, ou bien des militaires, ça va vraiment en fait motiver, ça va encourager au lieu de nous présenter en fait certains spectacles que je ne voudrais pas citer, mais malheureusement, on a des modèles dans ce pays-là, et là, il faut les instituer. Voilà. C'est ce que je voudrais dire. Je pense qu'en tout cas, là, on a 78 épisodes qui peuvent être tournés autour de ces modèles-là. Absolument. Ça fait une belle série. Oui, absolument. Régulièrement, hein, à la télé, tout et tout. Pas des films, en fait, voilà, tout qu'on peut pouvoir ventiler partout. Voilà. Ce serait mieux. L'excellence est souvent moins visible que la médiocrité. Oui, c'est ça. Les gens qui recherchent l'excellence. Ça court les rues, la médiocrité. C'est beaucoup plus visible. Et ça devient même maintenant le modèle. Parce que c'est embêtant. Malheureusement. D'accord. Donc c'est un prix à encourager. Hein. Donc il a été réinstitué déjà, en 2013. En 2013, parce que déjà sous le président Bédié, ça existait déjà, en fait sous un autre nom, mais déjà le président a donné en fait plus de coffres. En fait, quelle a été la différence? Quand tu dis plus de coffres, qu'est-ce qu'on y a ajouté pour que ce soit? Là déjà, c'est fait sous la houlette du Premier ministre. Déjà, le Premier ministre qui coordonne l'activité. Mais cette fois-ci, il y a plusieurs entités qui rentrent en ligne des comptes. On était par le passé concentré un peu beaucoup sur ce qui était académique, mais maintenant, tous les secteurs d'activité, en fait, que ce soit le privé ou le public, qui jouent en fait leur partition. Voilà. Et c'est annuel. Cette année, il y a eu une innovation parce que, en fait, à travers le digital, on pouvait déjà aller en fait postuler. En fait, tout citoyen qui pense qu'il remplit, il obéit à ces critères-là, il pouvait postuler en fait à travers le digital. D'accord. On va entrer dans l'esprit du président de la République pour ce prix-là, et puis essayer d'imaginer donc à sa place ou deviner quels sont ses objectifs précis. Non, moi, je crois que c'est exactement ce que Gandhi disait, c'est justement de faire la promotion de l'excellence, parce qu'on est dans un pays où l'excellence ne court pas forcément les rues, où même si on a de l'excellence, ce ne sont pas des choses qui sont forcément reconnues ou valorisées. Donc moi, je trouve qu'un prix comme ça permet de mettre en lumière un certain nombre de personnes, parce que je crois qu'il n'y aurait pas eu ce prix, qu'on n'aurait peut-être pas connu la famille Eba dont nous a parlé Rihanna, ou certains n'auraient pas su ce qu'avait fait la fondation Yodé Siro. Donc je trouve que c'est une tribune, au-delà de la récompense et de la satisfaction personnelle des récipiendaires, c'est véritablement une tribune pour pouvoir mettre en lumière toutes ces personnes qui œuvrent à une Côte d'Ivoire différente, plus innovante, plus moderne et plus prospère. Et c'est vrai que c'est à saluer parce qu'en dehors même du prix national d'excellence, on l'a vu sur ce plateau, il y a aussi des reconnaissances qui sont faites, notamment avec donc, les étudiants qui avaient reçu justement les offres de bourse. Donc c'est des initiatives qui sont mises en place par le président, des initiatives de reconnaissance qui font du bien et qui encouragent énormément. Alors je lis un commentaire ici qui est assez intéressant. Bon, alors je ne vais pas lire son nom parce que on va dire, il fait la promotion de son travail. Il dit donc, dommage, les petits métiers ne sont pas récompensés. Donc, alors c'est vrai que là, on parle de l'artisanat et puis je pense que les petits métiers assez informels, mais qui contribuent quand même à notre société et à l'économie de la société. Alors, ce serait pourquoi pas l'occasion de mettre en place quelque chose pour encourager ceux qui se battent au quotidien, ceux qui représentent aussi une forme de majorité de la population ivoirienne. Et je pense qu'encourager, avoir déjà la reconnaissance de l'excellence, c'est bien, mais pourquoi pas avoir un programme d'encouragement pour ces petits métiers-là, ce serait intéressant. C'est clair. Je pense que le prix d'excellence incite tous ces créateurs de petits métiers donc à passer à s'industrialiser finalement. Oui, voilà, faire plus carrément. Mais je pense que l'idée derrière, c'est vraiment de dire il y a ceux qui n'ont pas encore les moyens d'arriver à ce niveau d'impact sur la société. Donc ce serait bien de pouvoir les encourager ou les mettre en lumière également. Très bien. Merci à tous pour vos avis et puis pour vos coups de cœur. Poursuivons avec le premier chiffre du jour dans cette émission. Le premier chiffre du jour, c'est bien 140 accidents corporels impliquant les BACA. Je répète, 140 accidents corporels impliquant les BACA en 2023, seulement dans la commune d'Abobo. Ces chiffres sont alarmants, n'est-ce pas Arnaud Goï? Oui, ces chiffres sont très alarmants. On ne parle pas du Grand Abidjan pour le moment, on parle d'Abobo seulement.
À Bobo seulement, Qu'en c'est est-il déjà effarant. Ouais. Quand on prend dans le monde même, hein, on a plus d'1,3 million décès chaque année. On se rend compte qu'en cette année 2024, principalement, il y a eu une hausse quand même des nombres d'accidents de 4%, même si ça avait baissé l'année dernière avec la vidéo-verbalisation, etc. On va peut-être y arriver. Mais on se rend compte que cette année, il y a véritablement un regain des accidents de circulation. Et on se rend également compte que 95% de ces accidents-là sont dus à l'homme. 3% sont dus à l'état des véhicules et 2% sont dus à l'état de la route. Donc, c'est pour dire que l'essentiel des accidents sont dus soit à des erreurs humaines, soit à des défauts de maîtrise du véhicule, soit à la vitesse également. C'est encore plus dangereux parce que les véhicules personnels constituent l'essentiel des accidents, près de 56% des accidents, et ils sont juste suivis par justement les BACA qui sont en deuxième position en termes d'accidentés. Et le dernier chiffre peut-être qui m'a interpellé, c'est que les motos et les tricycles représentent 70% des victimes en général, et puis 60% des personnes qui sont tuées lors des accidents de la circulation. Et ça, c'est dommage. On en parle alors que ce matin, on a été réveillé donc, par un grave accident donc, au niveau de Bingerville, voilà, carrefour CIE, un minicar, donc fait une sortie de route, plusieurs blessés graves. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires donc, était sur place. Il y a eu un gros embouteillage. Moi, j'essayais d'aller à Bingerville, à la mairie. Je n'ai pas pu y aller. J'ai dû rebrousser chemin. Ça a duré plus de 3 heures quand même, cet embouteillage-là. C'est bon d'en parler hein, dans cette émission, n'est-ce pas, Aïcha? Le chiffre est alarmant. C'est plus qu'alarmant. Je parle de Bingerville. Moi, ce matin, j'ai vu de mes yeux un camion énorme renversé complètement, il y a eu un racambolage en fait avec d'autres véhicules devant vers Yopougon, et sur la route quelques mètres plus tard encore un autre accident. Enfin je veux dire c'est presque régulier en fait, hein, ça ne concerne pas que les BACA. Malheureusement effectivement le CNS, Centre National de Sécurité, nous parle de 4% récemment de hausse d'accidents malgré donc les vidéosurveillances etc., les vidéo-verbalisations plus précisément. En août 2022 le gouvernement parlait aussi de 67% de cas qui sont centralisés sur Abidjan. Donc effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose à faire aussi au niveau des routes, peut-être dans cette métropole-là. Et puis la cause numéro 1, c'était l'excès de vitesse. Voilà, donc on parle effectivement de comportement au volant, 22% l'imprudence et puis à 19% d'effet de non-maîtrise en fait, du volant. Non-maîtrise, ça veut dire quoi? Parce que quand on conduit un engin à moteur, on est censé quand même avoir la maîtrise de l'engin. Je veux dire, il faut avoir son permis de conduire et maîtriser les règles du permis de conduire. Donc, comment est-ce qu'on délivre le permis de conduire aujourd'hui? Je sais qu'il y a beaucoup de... On ne le dit pas forcément, mais moi je vais le dire. Il y a beaucoup de gens qui achètent leur permis. D'accord? Donc ça existe encore aujourd'hui. Ça passe pas forcément par l'auto-école? Non. Et c'est déplorable parce que sur la route, c'est des dangers. Et je veux dire, parfois, surtout les BACA, il n'y a pas que, mais on accélère ou on est pressé pour une demi-seconde. Une demi-seconde par rapport au prix d'une vie. Je crois que le ratio n'est pas... On fait des dépassements interdits. Voilà. On ne respecte même pas les feux, même quand les policiers sont là, on ne respecte. Enfin, qu'est-ce qu'on va respecter finalement? Donc la vidéo-verbalisation, c'est bien, mais si on ne respecte même pas l'autorité qui est devant nous, je pense que c'est compliqué, quoi. Une question que moi je me pose souvent, hein, est-ce que comme on dit, hein, les véhicules à 2 roues, motos, de livreurs ou pas, est-ce que vous êtes exempté de feu tricolore en Côte d'Ivoire? Parce que quand le feu est rouge, même quand il y a les policiers, vous passez au feu quand même. Pourtant, selon les chiffres qu'on a eus là, vous êtes les premières victimes. En fait, de l'incivisme en fait, dans ce milieu-là. Et voilà, l'imprudence, l'incivisme, ça pose ce problème-là. Mais moi, en fait, ce que je voudrais dire, on parle, c'est pas très souvent du permis, mais je voulais aussi citer en fait l'état même souvent des véhicules. Quand tu vois par exemple les véhicules de transport public, que ce soit privé, mais quand on les voit des véhicules qui sont dépassés, on nous dit aujourd'hui qu'on ne peut pas importer des véhicules qui ont un certain nombre d'années, mais malheureusement, ceux même qui sont déjà sur le territoire sont parfois dépassés, à les voir même apparemment. Par moment, on se demande comment est-ce qu'ils ont passé la visite technique. Justement, donc ça inquiète, c'est inquiétant. Donc le rôle au niveau des autorités, je veux dire qu'un véhicule qui est vétuste, quand on le voit, on peut quand même l'interdire à la circulation. Donc moi, j'aurais souhaité en fait que les autorités puissent discipliner. Je ne sais pas si on peut créer un centre où un chauffeur d'un conducteur d'un véhicule public ou privé puisse en fait partir pour se former avant de pouvoir en fait conduire un véhicule. Voilà, ce serait mieux en fait. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, Rihanna? Non, mais tout ce que vous dites, c'est tellement pertinent. Mais moi, en fait, ça me donne envie de pousser un vrai coup de gueule parce que on parle vraiment d'imprudence. Je veux dire, on conduit, on est sur la route, parlons de façon terre à terre. On est tous les jours sur la route et
moi, j'aime bien mon père qui me dit souvent, quand tu conduis, ne conduis pas pour toi, conduis pour les autres. Parce qu'en fait, tu as beau bien conduire, tu as toujours quelqu'un qui va venir essayer de te coincer, essayer de te faire des coups de poisson. Mais parfois, inutilement, en fait. Parfois, la voie est dégagée, mais non, ça l'amuse juste de... Et en fait, je pense, parfois, on indexe l'État, on indexe le ministère. Mais finalement, oui, finalement, le ministère, on a bien vu toutes les mesures qui ont été mises en place pour essayer quand même d'éradiquer ce fléau. On voit bien, honnêtement, moi je vois toutes les autorités qui sont déployées. Maintenant, ils sont même à moto, ils te coursent. Je veux dire, moi parfois j'ai des motos qui me suivent pour voir si je n'utilise pas mon téléphone parce qu'il est souvent accroché. Et tu l'utilises? Non, il est accroché. Ah, il est accroché. Donc ils viennent un peu voir là si je suis en train de trucs, je dis non. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est il faut qu'on interpelle la conscience collective. Les chauffeurs de transport en commun notamment, qui sont trop pressés parce que 5 minutes, ça leur coûte 500. À un moment, il faut arrêter. Pour les indexer, les minicars, les bacars. Les minicars, voilà. Même les waro-waro, donc les taxis communaux, les taxis, encore les taxis orange, ça va. Ils commencent à, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tous les VTC, tu parlais tout à l'heure des livreurs. Donc les livreurs à moto, c'est un vrai fléau. La nuit, tu peux voir un livreur à moto en train de filer alors que le feu est rouge. Le carrefour avec le feu tricolore. Ils n'ont pas de casque. Ils n'ont pas de casque. Alors la ligne est là. Toi, tu es en train de venir comme ça. L'autre ligne de voiture est là. Et tu vois un chauffeur à moto sortir de nulle part. Dépassement à droite. Venir en face de toi. Mais c'est quoi le problème? C'est de l'inconscience. Donc à un moment, l'État peut faire ce qu'il veut. Nous, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut que chacun soit conscient et prudent. Et c'est des Faisons le point quand même. Depuis l'avènement de la vidéo-verbalisation, on fait le point avant et après. Oui, moi je pense qu'il y a deux phases, hein, parce que quand ça a été institué en 2021, phase test, et puis ensuite c'est véritablement entré en vigueur, les accidents ont baissé quand même en 2022, 2023, les accidents ont quand même baissé, mais on se rend compte qu'il y a un regain cette année. Donc j'ai l'impression qu'on s'est acclimaté finalement à la vidéo-verbalisation, on s'y est un peu habitué, et puis maintenant on apprend à vivre avec en fait, parce que quand ça venait d'arriver, tu as peur d'être flashé, etc. Mais aujourd'hui, les gens vont à 100, 120 km/h alors qu'ils voient très bien qu'ils seront flashés, ça ne leur dit rien. Donc, et puis, ce qu'elle disait justement sur les motos, les livreurs et les tricycles, parce que ils sont le plus exposés puisque, voilà, dans une voiture encore, tu es encore, voilà. Alors que quand tu es à moto, ben, tu n'as pas beaucoup de marge en termes de sécurité. Si en plus de ça, tu dois être imprudent, et puis on le voit, hein, comme elle le disait, vous êtes tous arrêtés au feu, vous allez vous rendre compte que les motos, elles vont passer comme si le feu ne les concernait pas. Et quelquefois même, il y a des forces de police là, mais bon, on les laisse faire. Donc moi, je trouve que c'est quand même, surtout qu'on est, un essor en termes de livreurs dans notre pays et que le commerce en ligne a complètement explosé ces 5 dernières années. On a de plus en plus de motos à Abidjan et à l'intérieur du pays également. Il faudrait peut-être... on a maintenant même des taxis-motos, hein, on sait, dans de nombreuses villes de l'intérieur, à Boaké, à Korogo. On a même des tricycles qui assis... Même à Bata. Je dis à Bata, en Gréchu. Voilà, on a des tricycles dans certaines localités, même ici à Abidjan. Taxi-moto, en Gréchu. Ah ouais, Ah non, ça, j'avais pas. Il y a des taxi-moto. D'accord, donc taxi-moto et tricycle. Et tricycle. Voilà, donc il faudrait peut-être leur rappeler qu'eux aussi, le code de la route les concerne et qu'ils sont les plus exposés lorsqu'il y a des accidents. Alors, on a Titi Logne ici sur le live qui nous dit, qui propose une piste de solution hein, qu'on peut analyser ensemble. Les chauffeurs de Baka doivent faire un test de recyclage tous les 2 ans pour leur permettre de continuer à conduire. Moi, je pense que ça peut être une piste intéressante. Oui, et puis justement, sur les chauffeurs de Baka, des fois, quand vous montez... Il faut le faire chaque année. Des fois, quand vous montez dans un Baka, l'odeur qui se dégage déjà du chauffeur, de boissons, etc. Des fois d'autres choses. Voilà, des fois d'autres choses. Hein, pour être en forme durant la journée, déjà, vous avez peur. Hein, le chauffeur et son apprenti... je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis, même en termes de sécurité, à l'intérieur du Baka, il n'y a pas d'espace pour circuler. Tout est place et puis on met des clients partout. Après, franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, ce que je veux dire, il faut corser les conditions, en fait, pour tout citoyen qui veut s'adonner à ce métier-là, en fait, de conducteur, en fait, de choses publiques. Vous voyez, il faut corser, en fait, les conditions. Parce que même déjà, au niveau même des chauffeurs, quand vous voyez souvent l'État, eh bien l'âge des conducteurs, en fait, ça laisse à désirer, ça fait peur. Des gens qui conduisent toute une vie, mais ils s'en foutent. Donc, je pense que si même déjà en amont, quand il fait un premier voyage, il arrive à l'arrivée, bon, excuse-moi, c'est un toto, il arrive, si on peut faire des tests, en fait, il faut
faut que l'État ait encore des conditions plus assorties, plus corsées en fait. Voilà. Parce que c'est un danger permanent. Vous imaginez des gens qui vont au boulot chaque matin, ils sont dans des bacs et puis bon... On s'en fout en fait de leur vie, quoi. Et ils s'en foutent aussi à leur niveau, vraiment, il faut le voir. Après, ça. Rapidement, Panonceau, rapidement, question à Panonceau pour ce sujet. Contrôle accru des permis de conduire des chauffeurs, oui ou non? Contrôle accru des permis de conduire, oui ou non? Oui, oui pour tout le monde, très bien. Il n'y a pas d'explication, oui pour tout le monde. Exigence des tests d'alcoolémie chaque jour aux chauffeurs. Chaque jour. Si on a les moyens, oui. Chaque jour. Oui, c'est un coup. Hein. Chaque jour. Bien, on est tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Affichage du permis de conduire du chauffeur dans le véhicule. Alors là, on parle des chauffeurs privés ou des transports en commun? Tout le monde. Transport en commun. Oui, tout le monde. Ben, Alors, affichage du permis de conduire. c'est traficable, hein, tu sais. C'est vrai? Oui, comme tous les Affichage du permis de conduire? Non, mais même quand il est affiché, qui le contrôle? En fait, celui qui le contrôle, c'est l'autorité. En fait. Donc, je vous dis que c'est pas bon, important. affiché ou pas, affiché quand ou on pas, nous voilà. arrête, Quand on l'arrête, c'est lui seul qui présente. Et puis, il peut avoir le permis, comme je disais tout à l'heure, sans avoir passé son permis. C'est clair. Il faut que ça soit... C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. D'accord. En fait, je pense qu'au niveau des prix, si c'est corsé, on lui retire le permis. Il faut corser vraiment les conditions, en fait. Le caractère coercitif doit être encore plus accru. Voilà, pas corser la boisson, corser les congestions. Très bien, très bien. C'était là la dernière question. Merci d'avoir réagi dessus. On aurait dû parler peut-être de Y4. C'est bien la voie de contournement d'Abidjan et non la voie d'augmentation des accidents d'Abidjan. Cette route-là n'est pas prête, cette voie de contournement n'est pas prête, que déjà, on annonce, le chiffre est là, plusieurs cas d'accidents sur cette voie Y4. On en parle un peu quand même avant de passer. Y4. Oui. Pourquoi autant d'accidents? Je crois déjà à cause de la fluidité. Hein. Quand vous allez sur une voie qui est peu pratiquée, bien tracée, nouvelle, etc., des fois la tentation d'appuyer sur les champignons est vive. Voilà, donc je pense qu'il y a ça déjà. On l'a vu, hein, dès que l'autoroute avait été ouverte, l'autoroute du Nord avait été ouverte, les gens y allaient à 200, 180 km. Donc quand vous avez de nouvelles voies bien tracées, peu fréquentées, la tentation d'aller vite est très vive. Et puis, à côté de cela, il y a les véhicules également, puisque on n'importe plus des véhicules d'un certain nombre d'années. Donc, on a en général des véhicules neufs qui vont en général vite, avec des moteurs puissants. Donc, tout cela mis ensemble fait que les gens ont souvent la tentation d'aller vite. J'adore. En fait, ce qui veut dire, en fait, c'est que maintenant, le fait qu'on ait des véhicules neufs, ça pose un autre problème. Non, j'ai dit, il y a une tentation. Je suis en train de chercher à savoir le problème. Comme vous êtes assis dans une Ferrari, l'envie d'appuyer un tout petit peu, là, elle est forte. Ça monte vite, ça monte vite. D'aller vite, oui, surtout quand la voie est dégagée. Que faut-il faire? Fermer cette voie en attendant qu'elle finisse complètement avec la signalisation installée? Sinon, on ferme toutes les routes d'Abidjan et on règle tout le problème. Et puis tranquille, tout le monde marche. Et puis, mais non. Non, moi, je pense que ça revient encore à l'imprudence et de la sensibilisation. Je ne sais pas quel type de campagne il faut pour que les gens comprennent. Le permis à point. Ça, je ne sais pas si ça a été gardé avant. Si on institue encore, si on applique le permis à point. Non, je veux dire, il faut perdre ses points quand on a. Mais il faut bien qu'on sacrifie beaucoup de gens. Et peut-être faire un stage de sensibilisation. Toujours des mesures. Peut-être faire un stage de sensibilisation, ça peut fonctionner aussi. Je veux dire, si c'est le comportement qui pose problème, il faut peut-être refaire le permis. Il existe déjà. Mais dans son application, on en a parlé, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, des plateaux, télévision, pour dire la méthode n'est pas très juste parce que très vite on perd tous les points, on perd son permis. Voilà. Il faut peut-être, au-delà de perdre son permis, sensibiliser, former justement ces personnes à repasser leur permis. Ça existe, les annulations de permis, ça existe. Hein. Quand on l'a perdu, on repasse son permis correctement. Il faut vérifier si ces personnes-là passent vraiment leur permis correctement. Et encore une fois, c'est le même problème qui va revenir, la corruption. Évidemment, si quelqu'un derrière prend un billet et donne le permis sans que la personne passe son permis, ses épreuves, toute la chaîne de valeur, là, on a un automobiliste dangereux sur la route qui ne sait même pas conduire potentiellement. Donc c'est pour ça que la lutte contre la corruption, que le gouvernement a pris à bras le corps, moi je salue ça parce que c'est très important. À tous les pans de la société, si ça continue, cette corruption, on n'arrivera pas à s'en sortir. Et on perd des vies humaines. Il y a des enfants sur la route, il y a des bébés, attention. Très bien, très bien. Le jeudi, émission spéciale avec le ministre des Transports qui va nous faire part des nouvelles réformes au niveau du transport à Abidjan. On va revenir sur toutes ces questions donc, de la recrudescence des accidents sur nos routes. On en parlera jeudi pour le rendez-vous avec nous, donc, comme tous les soirs d'ailleurs, dès 19h sur Live TV, dans le talk des vacances. On y va tout de suite avec Ça fait l'actu, Ça fait l'actu. Toute la Côte d'Ivoire attend, bien sûr, le discours du président de la République. On en parle dans Ça fait l'actu.
dans ça, dans ce, ça fait l'actu. Voilà, dans ce, ça fait l'actu. Tu vas y arriver. Je suis arrivé finalement. Ça va être plusieurs questions à Panonceau sur lesquelles nous allons tous réagir. D'ailleurs, ok, le discours, il est attendu pour 20h, n'est-ce pas? Ok, donc vous allez avoir très certainement, après le journal télévisé présenté par Isabelle Vauvor, et nous, on restera avec vous pour regarder et écouter le discours, l'adresse à la nation du président de la République, cette veille donc, du 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays. Première question, le président Alassane Ouattara va-t-il amnistier Laurent Gbagbo? Ce soir-là? Ce soir, dans son discours. Je sais pas. Bon. Il nous pose des Mais questions. vous êtes pessimiste? Mais non, c'est pas ça. Pessimiste. C'est quoi? Tu demandes une réponse radicale pour une question dont on n'a même pas encore, ne serait-ce qu'un souffle. Vous aimeriez Non, en ou fait, pas? Dites-moi. Ce que je veux dire, c'est Ah, ok, quel là est tu le reformules bien. lien, quel est le D'accord. lien avec l'indépendance? C'est quoi? C'est la réconciliation? C'est mais l'élan de c'est- générosité? Mais chaque année, C'est le message. le qu'on a président, voulu délivrer. dans son adresse, il est arrivé, il a déjà fait, hein, c'est pas la première fois, libérer des prisonniers, pardonner des fautes, c'est des choses qui arrivent. Est-ce que ce soir, vous pensez que dans son adresse à la nation, le président de la République pourrait amnistier son frère? Voilà, dites-nous. Moi, je pense que non. hein. Non, déjà, ça parce que- pourrait Il dit être non. excellent, cette Il dit affaire. non. Dites-moi, Moi, dites-moi. déjà, je pense que non, parce que premièrement, il s'agit d'indépendance. Voilà, je trouve Très que bien. ce n'est pas le moment le plus indiqué. Ce ne serait pas C'est ça. le moment le plus indiqué pour annoncer une telle mesure. Et puis, deuxièmement, l'amnistie, c'est une loi, en fait. C'est pas comme la grâce présidentielle qui dépend vraiment du président. L'amnistie, c'est une loi d'amnistie. Mais il y a des Donc, ordonnances. Oui, mais là, on parle de loi d'amnistie. Donc je ne pense pas que, à la fois à cause de l'occasion et deuxièmement à cause de l'opportunité et de la capacité de le faire, qui le fera. Tu penses qu'il le fera? Non, Non, je ne pense pas qu'il le fera. D'accord, juste à côté, ta voisine Aïcha. Oui, j'ai mis oui pour mettre un oui. C'est possible. Il n'y a rien Tout n'est est impossible. possible, en fait. Voilà, c'est possible. Ça pourrait être un beau cadeau de mariage. Par exemple. Voilà, exemple. Voilà, tout à fait. Exactement. Hein? J'ai plus rien à dire. Ça pourrait. Oui, tout à fait. D'accord. Quel Si le cadeau. mariage est avéré, hein, parce Oui. que pour le moment, on n'a aucune confirmation. On appellera on a monsieur beaucoup, Bateau voilà. pour vérifier Très bien. s'il était là. Ben, j'ai mis non parce que, Voilà. comment te dire, tu sais, parfois dans la vie, il y a des choix qu'on n'explique pas. hein. C'est juste au feeling, hein, je pense pas, c'est tout. Peut-être qu'il va me donner tort, mais franchement, je Ouais. pense pas que ça va arriver ce soir. Je pense pas. D'accord, tu penses pas? Voilà, c'est Ouais. mon Sans pronostic, toute autre raison, sans aucune autre raison, tu penses pas? Non, parce que je vois Tu pas d'où penses ça pas. sortirait. En tout cas, s'il le fait, je pense que certains crieraient, ce serait mignon, mais je vois pas d'où ça sortirait. En fait, c'est pas le contexte, c'est pas, c'est peut-être arrivé, oui, mais je sais pas si c'est. Non, c'est pas le contexte. D'accord, je vous entends complètement donc à la régie. Merci de me faire part de tous vos discours à la régie. Est-ce qu'on pourrait couper voilà. Très bien. Gandhi? Non, en fait, c'est pas possible. En fait, aucune pression actuellement n'existe en fait sur le président pour pouvoir ce que je céder. voulais En dire, fait, en fait. aucune pression Oui. sociale. Voilà. Je pense qu'il n'y a aucune pression sociale. Les opposants ne sont pas encore en train de lui mettre la pression. Et puis bon, c'est pas d'actualité pour l'instant. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de revendication. C'est pas vraiment. On peut Pourquoi penser faudrait-il à tout. attendre qu'il y ait pression sociale, Oui, mais justement, en manifestation? politique, en fait, il y a ça. Est-ce que dans les grâces, est-ce que pour tous les autres qu'on a amnistiés ou qu'on a graciés? Il y a le rapport des forces. En fait, qu'est-ce qui peut faire bouger à l'heure actuelle le président? En fait, voilà. Moi, peut-être que j'avais pensé, si on parlait peut-être d'un dialogue politique entre le pouvoir et les partis d'opposition, je pouvais peut-être comprendre, mais actuellement, il n'y a pas de dialogue politique et je ne vois aucune pression sociale Tout à qui fait. pourrait en fait pousser le président à le faire. Déjà, il a fait une grâce. Les gens n'ont pas trop apprécié. Il a considéré qu'ils ne lui ont pas dit merci à la dimension. Donc déjà, il attend aussi, c'est le président, il veut se faire aussi aimer. Et puis bon, il attend de prouver que c'est lui le maître. Donc il attend que ceux qui veulent l'amnistie puissent se comporter comme des gens qui sont de véritables demandeurs à la Merci manière. Gandhi. Voilà, donc c'est ça. Merci Gandhi, merci. Alors pensez-vous que le président, autre question à Panosso, pensez-vous que le président de la République soulagera donc par des mesures fortes les personnes impactées par les récents déguerpissements? Oh oui. Enfin, Oui, c'est votre souhait. mesure C'est votre forte, souhait ou je vous sais pas, pensez mais, qu'il va le faire? On pense ou on Mais la souhaite? question, c'est quoi Oui. Est-ce qu'on pense, c'est ça? Est-ce Va-t-il qu'il les va- recaser? Va-t il leur donner un parce peu que- de... Ah, est-ce qu'il va prendre- Il faut bien montrer les Panossos. Pardon, faut bien Pas poser la tous question, ensemble. là. Il demande dans le discours, est-ce que c'est des pronostics qu'on fait? Est-ce que le discours va toucher en fait les impactés? C'est ça en fait. D'accord, d'accord. Rihanna? Oui, parce Alors que oui, pour le dans ce coup, il y a cas-là, une oui. vraie pression sociale à ce niveau-là. Alors, est-ce que ça va être des mesures fortes et définies clairement? Ça, je ne le sais pas. Mais je pense que quand même, on aura, j'espère en tout cas, on aura un bon petit paragraphe pour ce fait de société. Un bon petit paragraphe? Qui est très D'accord. chaud en ce moment. Je change de côté, Aïcha? Non, mais oui, j'ai mis oui, parce que si tu parles de est-ce qu'il va toucher le cœur des sinistrés, enfin des impactés,
parler déguerpissement, oui, dans ce cas, il faut qu'il le fasse d'ailleurs, par rapport à la grogne populaire, à tout ce qui s'est passé récemment, etc., et qui va continuer à se passer peut-être. Mais ces mesures-là de déguerpissement, ce programme-là a été mis en place pour des raisons précises, d'assainissement, etc. Donc je pense aussi qu'un gouvernement, un chef d'État est là pour rester ferme sur ses décisions. Donc évidemment, si ta question c'est est-ce qu'il va parler à la population, il est en droit et dans l'obligation presque de le faire. Mais il faut qu'il explique pourquoi, justement. Donc voilà. Arnaud Goï. Non. Il a dit non. Moi, j'ai mis non. En parler, oui, peut-être, comme le disait Aïcha, parce et puis en plus, il y a une grogne sociale et c'est un problème latent. Mais est-ce qu'on doit attendre des mesures fortes? J'en doute fortement, parce que je pense que le gouvernement est suffisamment conscient des problèmes que vivent les Ivoiriens. Et s'il devait avoir mesures fortes, peut-être qu'on aurait eu les prémices de ces mesures-là avant l'indépendance, parce que ce sont des situations qui sont latentes depuis plusieurs mois maintenant. Donc ça me donnerait qu'on ait des mesures complètement exceptionnelles à la faveur de ce discours. Rapidement, Gandhi. En fait, le président va apparaître comme le dernier rempart. Il va se jouer les plus généreux, ce qui est normal. Ses premiers envoyés, en fait, n'ont pas bien balisé les choses. Est-ce qu'il va se jouer? Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas le plus généreux? C'est le président de la République. Justement, c'est ça la politique. Ouais, le président, quand il va venir, il va dire merci. C'est lui qui a les solutions. Oui, justement. Et comme il le dit, à dos c'est une solution. Donc, ce serait le plus généreux. Là, moi, je le souhaite. Les autres ont failli. Moi, je le souhaite. Et déjà, il avait dit il faut donner un caractère humain à cette chose. Alors que c'est lui qui avait déjà envoyé, qui avait mis déjà l'autre. Donc, il va jouer les généreux. Il ne peut que parler de ça pour apporter en fait des décisions d'apaisement. D'accord. Moi, j'annule le verbe jouer, les généreux. Parce qu'il ne joue pas les généreux, il est généreux. Donc, je pense qu'il pourrait le faire. Dernière question. En fait, il rejaillit chaque fois, il rebondit chaque fois. Est-ce que le président de la République, dernière question à Panonso, est-ce que le président de la République va se prononcer sur sa candidature en 2025 Oui, non. Tu poses des questions, vraiment. Mais... Non, mais écoute... Est-ce qu'il va se prononcer? Non. Vous dites non? Tout le monde? Pour moi, ce n'est pas le contexte. Pour moi, ce n'est pas non plus le contexte. Un peu comme la grâce, par exemple, d'un ancien président Laurent Gbagbo. Pour moi, ce n'est pas dans le contexte ce soir. Après, on ne sait jamais. On a parlé hier de Jean-Louis Billon qui a annoncé sa candidature dans un village. Il faut bien redresser le panneau pour que tout le monde voit que tu as dit non. Très bien, voilà. Hier, on a parlé de Jean-Louis Billon qui a annoncé sa candidature dans un village. Arnaud a qualifié ça d'original. On ne sait jamais. On est en 2024, tout est possible. Très bien. Rapidement, Arnaud. Non, parce que je pense que ce n'est ni le moment, ni le contexte. On ne va pas prendre une fête nationale pour parler de candidature personnelle. Mais non, ce Arnaud, serait... Toi, tu as dit non à tout. Donc finalement, il va parler de quoi en fait? D'accord. Gandhi. Bon, oui, non, ce n'est pas le cadre adéquat. Hein. Je pense que ce n'est pas le cadre. S'il devait le faire, il devait le faire dans son laboratoire politique avec le RHDP. Et demain, il est là en tant que président de la République. Il ne sera pas avec les militants du RHDP. D'accord. Rapidement. Raina, non. C'est pareil. C'est non. D'accord. Une du RHDP, un truc comme ça, oui. J'ai bien aimé ce jeu de Panonso. Donc, ces questions à Panonso, vous avez très certainement apprécié. On court tout de suite. On va... Allez, à tout de suite. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre beau pays. C'est un jour très important pour nous tous, Ivoiriennes et Ivoiriens, ainsi que pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. La date du 7 août est chargée de symboles et de valeurs gravées
en chacun de nous. C'est l'occasion de revisiter notre histoire et l'ambition de nos dévanciers. En cela, le choix de la ville historique de Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire pendant la période coloniale, pour abriter cette commémoration, est un symbole important. Grand Bassam nous rappelle l'héroïsme et la mémoire de Marie Corée, Anne-Marie Raji et de toutes ces vaillantes femmes, figures emblématiques de la lutte anticoloniale qui ont marché en décembre 1949 pour réclamer la liberté et la justice. Elles ont su dépasser leurs différences. Elles ont su s'unir et marcher main dans la main pour une Côte d'Ivoire libre et indépendante. Elles sont une inspiration pour chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien. J'ai bien évidemment une pensée pieuse et pleine de reconnaissance pour le père de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny, ainsi que pour tous ses compagnons de lutte. Ils ont mené le combat pour l'indépendance de notre pays. Nous devons nous montrer dignes de tous les sacrifices qu'ils ont consentis dans notre marche résolue vers le progrès. Nous devons faire de la cohésion sociale le socle de notre développement. Les valeurs qu'ils nous ont léguées, la fraternité, l'union, la discipline, le travail, doivent être notre boussole et nous guider en toutes circonstances. Nous devons continuer de travailler pour la paix. Rien que la paix sociale, la paix des cœurs. Mes chers compatriotes, la commémoration de notre accession à la souveraineté est aussi l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur les avancées que nous avons enregistrées. C'est également l'opportunité de mieux apprécier les défis actuels et les enjeux futurs. Lors de mon discours sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en congrès le 18 juin dernier, j'ai largement présenté les principaux acquis de notre gouvernance au cours de ces dernières années et les défis auxquels nous devons faire face. Sans revenir sur tous les progrès enregistrés sur le plan économique et social, je voudrais surtout rappeler que notre ambition demeure l'amélioration du quotidien et des conditions de vie de tous nos concitoyens. Les performances économiques que nous enregistrons doivent profiter à tous. Tel est le but de notre programme intitulé « La Côte d'Ivoire solidaire ». Ce choix justifie les investissements importants réalisés année après année dans les secteurs sociaux. Mes chers compatriotes, nous sommes sur la bonne voie. Nos politiques macroéconomiques, nos réformes sectorielles et nos instruments de lutte contre la pauvreté ont montré leur pertinence et leur efficacité. Je suis heureux des progrès enregistrés en matière de capital humain, deuxième pilier du Plan national de développement 2021-2025. Qu'il s'agisse d'indicateurs sociaux ou de développement, nous avons enregistré des progrès significatifs grâce aux nombreux projets et réformes mis en œuvre dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que de la nutrition. Ainsi, au niveau de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous travaillons à mieux préparer nos enfants
et notre jeunesse aux défis du monde moderne et à leur insertion socio-professionnelle. J'encourage le gouvernement à poursuivre et à accélérer ses efforts pour que le programme jeunesse produise encore plus d'impact et plus de résultats tangibles. Nous devons offrir davantage d'opportunités pour l'expression du talent et du génie créatif de nos jeunes. Au niveau de la santé, dans le cadre de la mise en œuvre du programme hospitalier qui vise à renforcer les infrastructures, les services et le personnel de santé, nous travaillons à offrir aux populations des centres de santé de référence dans toutes les régions. Ce maillage resserré des infrastructures sanitaires sur le territoire national concourt à l'extension de l'offre de soins de la couverture maladie universelle en vue de garantir à nos populations des soins de santé de qualité à moindre coût. Le rythme de progression de l'enrôlement de nos populations à la CMU est encourageant. Cependant, nous devons poursuivre nos efforts pour que cet instrument de solidarité nationale, puisse bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Dans ce contexte, notre politique de décentralisation sera poursuivie et renforcée par une meilleure prise en charge des priorités locales. S'agissant de la lutte contre la vie chère, j'entends les préoccupations de nos compatriotes. Malgré les mesures que nous avons prises, à savoir l'augmentation du SMIC, les revalorisations importantes des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, les subventions des prix des produits de première nécessité, la subvention des prix de l'électricité et du carburant, le déploiement des filets sociaux à travers le pays, les attentes demeurent importantes. Nous continuerons nos efforts pour accroître l'offre de la production, notamment des produits vivriers, améliorer la chaîne logistique et la mise sur le marché de produits transformés localement. Je demande donc au Premier ministre, chef du gouvernement, de poursuivre les efforts et d'accélérer la mise en œuvre des projets dans le cadre d'un plan réactualisé pour plus d'efficacité dans la lutte contre la vie chère, à laquelle le monde entier, et en particulier les pays africains, font face avec acuité. Dans l'intervalle, et s'agissant du cas particulier de nos vaillants retraités qui ont tant donné à la nation, j'ai décidé de les accompagner davantage en instituant le 1er septembre de chaque année une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. Les dispositions seront prises pour que nos retraités des secteurs publics et privés bénéficient dès ce mois de septembre 2024 de cette nouvelle prime, c'est-à-dire dans quelques semaines. S'agissant du monde rural, nous veillons à poursuivre l'application rigoureuse de notre politique de commercialisation des produits d'exportation en vue de préserver nos producteurs des effets de l'instabilité des cours des matières premières. Nos politiques sociales ont fait reculer la pauvreté en Côte d'Ivoire. Cependant, nous restons conscients des efforts complémentaires à fournir. Et c'est pourquoi nous demeurons engagés à construire une solidarité toujours plus grande
Pour le plus grand nombre, nos populations, surtout les moins favorisées, doivent être mieux protégées et mieux accompagnées. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, dans notre marche vers le développement, les décisions parfois difficiles que nous avons à prendre peuvent provoquer des incompréhensions ou même de la colère. Notre devoir est de rester attentif à vos préoccupations et de travailler à minimiser les conséquences des exigences du développement d'un pays moderne sur les populations impactées. J'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer et finaliser l'indemnisation des familles concernées par les libérations des emprises dans le cadre des travaux des voies d'accès au 4e pont, conformément à nos pratiques dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement. La solidarité de l'État doit se manifester dans le respect des lois et des droits de chaque citoyen. C'est l'occasion pour moi d'exprimer mes regrets pour les pertes en vie humaine enregistrées pendant les fortes pluies de ces derniers mois. Malgré toutes les mesures prises dans les zones à risque, je présente mes condoléances les plus émues aux familles des victimes. Je voudrais à nouveau les assurer de l'assistance et du soutien du gouvernement. Cette situation nous interpelle sur l'importance de l'accès au logement et de l'accession à la propriété immobilière pour tous, quel que soit le niveau de revenu. C'est pourquoi, tirant les enseignements des programmes antérieurs, la réforme du programme de logements sociaux a permis d'intégrer des modes plus flexibles d'accession à la propriété, ainsi que d'une implication plus forte de l'État, notamment dans la recherche de financements plus adaptés. De nouveaux mécanismes mis en place permettront d'atteindre prioritairement nos concitoyens les moins nantis, qui ne peuvent accéder à un logement décent sans l'aide de l'État. J'encourage mes compatriotes à se rapprocher de tous les guichets de ces différents programmes. Mes chers compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays est l'occasion de célébrer et de rendre hommage aux forces vives de la nation, nos vaillants producteurs et travailleurs, nos femmes courageuses, notre jeunesse active, notre dynamique secteur privé. Vous faites la richesse et la vitalité de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Bravo et merci à chacune et à chacun de vous. À nos forces de l'ordre, je veux redire la reconnaissance de la nation pour le professionnalisme et le sens du sacrifice dont vous faites preuve au quotidien pour garantir la sécurité à nos frontières et à l'intérieur de notre pays. Vous êtes le rempart qui protège notre oasis de paix et de développement. Pour ma part, mon engagement en faveur de la paix, la sécurité et la cohésion sociale ne faiblira jamais. Dans la droite ligne de l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire doit demeurer une terre de paix, d'hospitalité et de sécurité pour toutes ses filles et ses fils,
ainsi que pour tous ses habitants. La commémoration de l'indépendance est également l'occasion du pardon. C'est pourquoi, au niveau de la justice, conformément à l'article 66 de la Constitution, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à environ 2400 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures. Mes chers compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays ravive aussi en chacun de nous les valeurs fondamentales de notre belle nation: l'union, la discipline et le travail. Elle nous invite au rassemblement autour de ces valeurs qui fondent notre idéal commun d'une société solidaire et prospère. J'invite donc toutes les populations de Grand Bassam, des villes et des villages environnants au grand défilé sur l'autoroute de l'Est. Venons célébrer la grandeur de notre beau pays à travers le magnifique défilé de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de notre jeunesse, notamment ceux issus des écoles et lycées d'excellence de notre pays. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. On a tous écouté ce discours, l'adresse à la nation donc, du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, donc, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il a terminé par dire bonne fête de l'indépendance. Alors sur ce plateau, on va répondre merci Monsieur le Président, bonne fête à vous aussi, et puis merci pour ce discours. On a écouté tous ce discours. Quels sont les points qui ont retenu chacun de vous donc, son attention? Écoutez, il y a plusieurs points qui ont retenu mon attention. Déjà, le président s'est voulu rassurant, il avait une posture très rassurante et il parlait très posément comme on le connaît déjà. Dans un premier temps, dans son discours, en tout cas dans le premier mouvement, il a invité à la paix. Il a énormément insisté sur le legs qui nous a été fait de la paix, de la cohésion sociale, etc., de tous les efforts qui ont été consentis par les pères fondateurs et par tous ceux qui ont précédé, et qu'il fallait que les différents Ivoiriens et populations de la Côte d'Ivoire contribuent elles aussi à maintenir la paix. Il a évoqué les progrès que son régime a eu à faire, que le pays a eu à faire sous sa mandature en tout cas. Il a rappelé le plan national de développement, il s'est félicité des différents progrès au niveau de la santé, de l'éducation, de l'augmentation du SMIC, de l'augmentation des salaires. Il s'est également prononcé sur les déguerpissements qui ont cours à Abidjan, où il a invité en fait le gouvernement à indemniser rapidement toutes les personnes qui a indemnisé sans aller plus loin dans l'annonce, par exemple, de mesures exceptionnelles, comme on s'était interrogé avant l'émission. Il a également promis une prime exceptionnelle de 1/3, enfin, dont la valeur équivaut à 1/3 de la pension des retraités, à la fois du public et du privé. Et cette prime doit être versée tous les 1er septembre. Et il a promis que dès cette année, donc dans les 2 semaines très qui viennent, bientôt, les semaines qui arrivent, on aura
cette prime pour les... D'accord. Il ne faut pas tout citer. Hein. On a tous regardé ce discours, on a tous écouté. Donc, Rayana, quel point a retenu ton attention? Non, moi, c'était surtout, j'attendais vraiment la partie des déguerpissements. Et je pense que j'ai tellement attendu cette partie-là que je n'étais que figée sur cette partie-là. Donc, en fait, finalement, je ne voulais resté sur les entendre que déguerpissements. ça. Donc, une satisfaction. Mais je reste donc, un peu sur ma faim parce que finalement, ce qui a été dit signifie tout simplement qu'on s'en tient tout simplement à ce qui a été défini initialement comme programme d'indemnisation. Encore sur ce programme, il faudrait donc que le gouvernement, qui a été invité justement à accélérer les choses, vienne nous éclairer sur ce programme en question parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité dessus et ceux qui sont censés être indemnisés n'ont pas de visibilité. Mais j'aurais su en tout cas que c'était un discours très diplomatique qui épousait parfaitement le contexte dans lequel ce discours se tient. C'était tout simplement fêter une bonne fête d'indépendance et il n'y a pas eu pour moi d'annonce forte qui vient en tout cas chambouler le cours de la société ivoirienne. D'accord. Gandhi. Là, bon, j'attendais le président. Quand, bien même dans l'ensemble, il a dit en fait pas mal de choses. Je l'attendais par exemple sur la cherté de la vie concernant les factures CIE. Là, je suis resté sur ma faim, il n'a rien dit. Mais je voudrais saluer d'abord ce que j'ai appelé, il a pu gâter les retraités. En fait, la bonne note en fait, du discours, ce sont les retraités en fait, qu'il a pu en fait, satisfaire. Déjà, dans quelques jours, ils vont avoir un tiers de leur pension mensuelle. Déjà, ça, c'est à saluer. Et puis, il est satisfait de son bilan. En fait, il s'encourage dans tous les secteurs. Il rassure en fait, aussi pour l'avenir. Et je pense que c'est ça qui sont les points forts que j'ai pu retenir. J'attendais un peu aussi en fait, concernant les impactés. Mais il n'a pas dit grande chose, mais je pense qu'il a mis encore à contribution le Premier ministre dans les jours à venir. Je pense qu'on aura quelque chose de positif. C'est exactement ça. Il s'est adressé au Premier ministre pour dire... les retraités sont les gâtés les plus gâtés de ce discours. Et déjà, je pense que voilà, ça va. C'est un peu ce que je pourrais dire. Voilà. Très bien, très bien. Aïcha. Oui, c'est un peu pareil. Hein. Je pense que ce qu'on a retenu principalement, c'était la prime pour les retraités. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'ils visent les retraités. Donc voilà, c'est au 1er septembre. Après, il y a peut-être des raisons. On verra les conditions de cette prime-là dans quelques temps, j'imagine. Effectivement, il a parlé de travailler pour la paix, rien que la paix sociale, la paix des cœurs, c'est ce que j'ai retenu. Rappeler que son ambition demeure l'amélioration quotidienne. Donc effectivement, il n'a pas parlé de... On n'a pas évoqué le mot déguerpissement, mais il faut savoir lire entre les lignes. Hein. Peut-être qu'il parlait de ça quand il disait amélioration quotidienne des conditions de vie de tous les citoyens. Peut-être qu'on parle un peu de ça quand on dit ça. J'ai aimé aussi la partie où on parle d'améliorer, de mieux préparer nos enfants, en fait, notre jeunesse aux défis de demain. L'expression du talent qu'on doit laisser libérer aussi et du génie créatif de nos jeunes. Ça, je trouve ça très bien aussi. Et puis, garantir des soins de qualité à moindre coût. Donc tout ça, j'espère que ça va être déployé effectivement, concrètement sur le terrain dans pas longtemps. Et puis voilà, effectivement, dans la forme, un discours, comme on le sait, tout à fait posé, comme à l'habitude, de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Un discours qu'on salue. Merci, Monsieur le Président de la République, d'avoir pensé aux retraités. Dans nos prochaines éditions, nous allons revenir avec beaucoup plus de détails sur ce discours pour en parler, sortir les points forts, toutes les satisfactions. Ce discours est resté sur un ton assez festif. Moi, j'ai bien aimé ce ton assez festif. Il faut célébrer donc les 64 ans de la Côte d'Ivoire. Il faut le célébrer. C'est important. Il a invité tout le monde à aller à Bassam demain pour faire la fête. Et justement, nous, on sera donc, on parle l'antenne dès 8 h déjà demain, ici, en duplex, avec une autre équipe qui sera côté Bassam, pour vous faire vivre, à vous, nos très chers téléspectateurs, donc toute la célébration de ce 64e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, qui va demeurer dans la paix. Merci, une et indivisible, je trouve, mais bon, une et indivisible et totalement dans la paix de bout en bout. Merci à vous tous de nous avoir regardés. On prend rendez-vous demain. Shalom.